Aujourd'hui, on va parler d'une des séries les plus regardées au monde. Ça a été une grande histoire d'amour pour moi, mais malheureusement des fois les histoires d'amour, ça finit mal. Aujourd'hui, on parle de Game of Thrones. When you play the Game of Thrones, you win or you die. There is no middle ground. Bonjour à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir. La série Game of Thrones, ça a été l'association de deux choses incroyables que sont la chaîne de télévision HBO et l'œuvre de George R.R. Martin. La chaîne HBO, ils ont révolutionné le modèle de la série télé dans le monde entier. Grâce à un système de financement par abonnement et non pas par la pub, ils ont pu proposer des séries extrêmement bien écrites, pensées sur le long terme, et ils n'avaient pas à se soucier si chaque épisode allait rencontrer du succès. Si vous êtes financé par la pub, une série peut être déprogrammée du jour au lendemain parce qu'un seul épisode n'aura pas rencontré son public. En pensant les séries en fonction d'une saison et non pas en fonction d'un enchaînement d'épisodes, HBO ils ont pu révolutionner le format de la série télé, et je pense pas qu'on aurait eu des séries comme Breaking Bad sur d'autres chaînes si avant on n'avait pas eu Les Sopranos, Six Feet Under, Oz, The Wire, ce genre de séries essentielles. On ne peut que constater qu'HBO a fait l'histoire de la série télé et qu'ils y jouent encore un grand rôle ces dernières années avec des séries comme Deadwood, Curb Your Enthusiasm, The Leftovers ou encore récemment Tchernobyl. C'est par toutes ces séries que je suis passé du monde du cinéma à celui de la série, et encore aujourd'hui, The Wire, ça reste ma série préférée, et pour moi c'est un modèle indétrônable de construction scénaristique sur plusieurs saisons. J'ai entendu parler de Game of Thrones quand il y avait seulement 2 épisodes de la saison 1 qui étaient sortis, mais connaissant HBO, je savais que le projet allait tout de suite me séduire. Il faut des groupes comme HBO pour avoir le courage d'adapter des séries de fantasy, qui est quand même un genre un petit peu décrié par la plupart des spectateurs. Oui, j'ai tout de suite compris avec ces 2 premiers épisodes qu'HBO s'était lancé dans une œuvre qui avait un potentiel fou, qui allait au-delà du genre de la fantasy, et qu'ils avaient trouvé dans cette histoire une densité dramatique encore plus grande que dans leurs autres séries phares. A partir de là, ça a été claque sur claque, et c'est devenu dès la première saison ma deuxième série préférée. J'ai dû attendre à la fin de la saison 3 pour enfin m'intéresser au matériel de base, l'œuvre de George R.R. Martin. Dans la vie, il y a des grandes rencontres qui vous définissent en tant que personne. Il y a des œuvres qui vous construisent. À l'époque où j'ai commencé à lire Song of Ice and Fire, donc la série de livres qui a été adaptée en Game of Thrones, je lisais qu'un seul livre par an, parce que je pensais que c'était pas pour moi et que je prenais pas grand plaisir à lire. Et depuis Game of Thrones, depuis cette série de livres-là, je lis un livre par semaine. Why'd you read so much? Well, my brother has his sword, and I have my mind, and the mind needs books like a sword needs a whetstone. That's why I read so much Jon Snow. Je pense en fait seulement qu'on m'avait pas mis les bons livres dans les mains. Pas ceux que j'attendais en tout cas. A Song of Ice and Fire, c'est ma saga de livres préférée, c'est ce qui m'a redonné goût à la lecture. Je les ai lus et relus, je les ai même relus en anglais. Déjà, c'est écrit à la perfection. Je trouve le style totalement incroyable et souvent les gens sont choqués du niveau d'écriture quand ils se mettent à lire les livres après avoir vu la série. Mais surtout ce qui fait la richesse de cette œuvre et ce que j'avais besoin de lire à ce moment-là de ma vie, c'est que ça casse les codes du genre de la littérature fantastique en faisant un portrait cruel et dur des comportements humains dans un traitement qui n'est pas du tout manichéen. On est très loin des figures héroïques de la fantasy classique.
You don't fight with honor. No. He did. Avec un tel potentiel et un tel sujet de fond, A Song of Ice and Fire, c'est une des plus grandes sagas dramatiques de la littérature, de plusieurs milliers de pages, et c'était un matériel parfait pour une adaptation par la chaîne HBO, dont je savais qu'elle prendrait le temps de proposer une série solide, digne de l'œuvre. À partir de la saison 3, c'était déjà une grande série, mais au moment de la saison 4, je crois qu'elle est vraiment devenue culte. C'est à ce moment-là où elle a été la série la plus téléchargée au monde. En 2015, elle devient la série la plus diffusée dans le monde avec 173 pays. Et c'est même la série la plus chère de l'histoire parce que la saison 6 déjà comptait 100 millions de budget pour à peu près 7 épisodes, ce qui fait un peu plus de 10 millions de budget par épisode. Je crois que fondamentalement, si Game of Thrones a su toucher un public si large alors qu'il présentait un monde si différent d'une autre, c'est parce que les rapports humains qui y sont dépeints sont extrêmement similaires à ceux des sociétés dans lesquelles nous vivons. C'est sûr, la violence de ce monde médiéval, elle permet d'exacerber les dérives du comportement humain et d'en présenter un portrait encore plus sombre. Mais si ça marche, c'est parce que ces mêmes comportements humains sont représentés de manière extrêmement réaliste. Et quand les héros font des erreurs, ils en payent les conséquences. Valar Morghulis. Yes. All men must die. C'est très humain comme série. Ce que j'adore avec l'œuvre de Martin, c'est qu'à travers les actes de ce riche panel de personnages, il nous pousse à nous interroger sur notre propre perception de ces joutes politiciennes. Awful lot of fantasy, and even some great fantasy, falls into the mistake of assuming that the good man will be a good king. That is, all that is necessary is to be like a decent human being, and then when you're king, of course, everything will go swimmingly. J'ai toujours été vachement étonné de voir que dans les vidéos qui parlaient de Game of Thrones, dans les commentaires, les gens ils prenaient parti, mais encore plus intensément que pendant les présidentielles, quoi. There's only one reliable leader left in Westeros. Stannis. He's got the birthright. He's in his prime. He's a tried and tested battle commander. Les gens ils tombent complètement dans ce que veut dénoncer Game of Thrones. C'est la lutte de groupe pour le pouvoir au détriment des petits gens lambda qui payent les pots cassés. Ces mêmes habitants qui vont prendre parti pour ces groupes de pouvoir comme dans les commentaires YouTube. Mais le jeu est pourri. Pourri. Ce sont des gens qui ont des intérêts particuliers, le pouvoir, la richesse, et qui vont les défendre par la violence et la manipulation. Martin ne vous dit pas qu'il y a du bon et du mauvais, mais qu'il y a un système politique et social qui provoque de la violence. C'est tout le système qui est pourri. Gna gna gna, mais je pense que machin, machin ferait une meilleure roi, une meilleure reine. Not a queen. A Khaleesi. On s'en tape de ça. C'est le fait qu'il y ait des rois et des reines qui provoquent cette espèce de bazar insensé où tout le monde s'entretue pour le pouvoir. Le trône de fer, c'est le symbole de la conquête du pouvoir, représenté par la lignée mythique des Targaryen, les rois chevaucheurs de dragons. Et ce que pose comme question passionnante un personnage comme Daenerys qui veut faire le bien, et qui a tous les atouts pour devenir une reine juste et pleine de bonté, c'est... Et ensuite, un de ses enfants sera un tyran abject et cruel qui martyrisera son peuple et le problème sera pas réglé. Si elle ne peut pas avoir d'enfant, qui montera alors sur le trône? Quelle monstrueuse guerre de succession sanglante va déclencher sa mort? You want to know who sits on the Iron Throne after I'm dead? Is that it? We'll discuss the succession after I wear the crown. Je crois vraiment que la fin de l'œuvre de George R.R. Martin ira dans ce sens d'un changement de modèle de régence. Et si la fin de la série a un petit peu effleuré le sujet, je crois que ce qui est vraiment important dans cette œuvre, c'est de montrer que le système ne marche pas, qu'il est trop violent et qu'il peut amener que régulièrement à des désastres. Oh putain, on dirait que je parle politique. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. Mais c'est précisément ce parallèle, cette idée sous-jacente, qui a permis à la série de sembler vraie, qui a parlé à autant de monde et qui nous a permis de croire dans un monde fantastique. C'est ça qui a attiré les gens vers cette série et qui en a fait un phénomène mondial, c'est sa capacité à nous projeter dans son univers comme un reflet de nos propres vies. 8 saisons dont les budgets ont crevé le plafond. À la dernière saison, chaque épisode coûtait plus de 15 millions, c'est presque le budget d'un film par épisode. C'est vraiment une série qui avait tout en main pour devenir la plus grande série de tous les temps. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? La dernière saison elle a été unanimement décriée. Comment un show qui est si bien lancé, qui a un budget si colossal, peut-il se casser la figure et créer autant de colère à la hauteur d'une pétition qui a réuni plus d'1 500 000 signatures pour réécrire et refaire la dernière saison?
I'll kill them all. Every one of them. I'm gonna kill them all. C'est une remarque personnelle, mais je trouve que souvent les séries qui gagnent en budget, elles gagnent en spectaculaire et en démonstration technique, mais par là même, elles perdent en scénario et en ce qui faisait leur âme. C'est pas les grandes batailles spectaculaires qui nous ont fait aimer Game of Thrones. Non, c'était une manière de raconter une histoire qui cassait les codes et qui n'avait jamais été faite auparavant. Maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, on va essayer de déterminer précisément quand cette immense série a commencé à chuter. Qu'est-ce qui a fait la grandeur de Game of Thrones et qu'est-ce qui l'a fait s'effondrer? Ce qui caractérise Game of Thrones, qu'on apprécie ou pas, c'est quand même d'avoir réinventé le genre de la fantasy classique. Game of Thrones, ça prend place dans un monde de dark fantasy où la magie a disparu, mais où le fantastique renaît subtilement. Il y a beaucoup de gens que le fantastique fait rêver, mais il y en a également beaucoup qui ont du mal à adhérer à ce genre d'univers parce qu'ils les jugent trop irréalistes, voire même trop naïfs, et donc ils ont du mal à les prendre au sérieux. La réussite de Game of Thrones pour capter une audience et ne pas la perdre trop vite, ça a été plutôt que de montrer un monde dans lequel la magie est très présente, au contraire montrer un monde dans lequel les créatures mythiques et la magie ont disparu. Un monde plus sombre dans lequel chaque apparition de magie sera vécue comme un phénomène exceptionnel et extrêmement puissant. J'en prends pour exemple la toute première scène du film qui nous montre pour la première fois la terrifiante existence des marcheurs blancs disparus depuis des milliers d'années et qui nous reste gravé en tête pendant toute la première saison, qui est très détaché de ce problème. À atténuer la présence de la magie, on crée un effet de surprise plus grand au moment où celle-ci se dévoile occasionnellement. Et lorsque la magie n'est pas maîtrisée par les êtres humains, on sent vraiment que c'est un phénomène effrayant qui dépasse leur capacité, et on joue vraiment là-dessus. For the night is dark and full of terrors. Et surtout, ça va permettre de se concentrer sur quelque chose de plus tangible, les êtres humains. L'absence d'un monde empli de magie au début du récit, ça permet de mettre en place un propos sérieux sur la dureté du monde médiéval dans lequel l'intrigue prend place. Sir Jorah, I don't know how to say thank you in Dothraki. There is no word for thank you in Dothraki. Ce qui va faire de Game of Thrones une réussite, c'est que ça va bousculer nos attentes sur le genre de la fantasy et aussi nos attentes sur le traitement qui est fait des personnages de ce genre de récit. A Song of Ice and Fire et Game of Thrones se veulent l'antithèse du récit fantastique héroïque qui oppose le bien au mal dans un schéma manichéen qui n'amène qu'à la victoire totale des héros et à la défaite des sombres méchants. George R.R. Martin a toujours voulu casser ces codes de la fantasy classique à la Seigneur des Anneaux, à un tel point qu'il brise ce pacte que les personnages arrivent toujours à leur fin en luttant. Il le fait pour proposer une vision plus sombre, plus crue, plus dure et plus humaine d'un monde médiéval fantastique. If you think this has a happy ending, you haven't been paying attention. Loin des héros que nous admirons pour leur supériorité physique et morale, Martin veut nous présenter la face ambiguë de l'humanité, dans une société médiévale qui va exacerber les vices, les abus politiques, les déviances religieuses, l'utilisation des femmes comme simple faire-valoir ou monnaie d'échange. Adieu le héros invulnérable qui a pour lui la bonté, la bravoure et la force. Ici, ce qui fait le ciment de ce récit et donc le ciment de la série, c'est que les personnages sont doubles, nuancés, complexes. J'en prends pour exemple le personnage de Jaime Lannister qui nous est présenté comme ayant tous les vices lorsque la série commence. Un personnage hautain, fourbe et incestueux. Le méchant parfait opposé à l'honorable Eddard Stark. Mais plus la série avance, plus l'auteur nous montre une nouvelle facette plus juste, plus honorable de ce personnage et on le redécouvre sous un nouvel angle. Nous sommes-nous trompés sur son compte ? Eddard Stark s'est-il trompé et l'a-t-il jugé un peu vite? L'auteur nous fait nous interroger sur nos propres attentes et nos projections envers certaines figures. Robert Baratheon, c'est le héros de la guerre qui s'est rebellé après que sa promise ait été kidnappée. Il a conquis le trône de fer et l'a arraché aux mains des Targaryen en tuant Rhaegar Targaryen pendant la bataille du Trident. Mais le héros ne serait-il pas en vrai celui qui est mort? Very few people get up in the morning and say, oh, I'm evil. What evil can I do today? I'm going to cover the world with darkness and my legions of evil will rule all. That's silly. You know, the greatest monsters of history, as we look back on them, thought they were the heroes of the story. Ces livres et cette série nous montrent que chaque jugement qu'on émet sur quelqu'un n'est qu'une affaire de nuances et de perspectives. Parce que l'être humain est nuancé et complexe.
Cette idée de ne montrer que des personnalités complexes, ça crée forcément des personnages riches, avec du fond, et donc ça nous fait nous attacher en tant que spectateurs bien plus au récit que si on avait affaire à des personnages seulement traités en surface ou sous la manière d'archétypes. Je crois qu'on pourrait faire une dissertation sur chacun des personnages de Game of Thrones et les vidéos à ce sujet ne manquent pas sur le net. Pour représenter un univers riche dans sa diversité de personnalités et d'intrigues, Game of Thrones a choisi d'être une série chorale à la manière de The Wire. Elle va compter un casting de personnages monstrueux. Le monde de Westeros dans lequel se passe l'histoire, à l'instar de la Terre du Milieu, a un univers politique assez riche pour raconter des centaines d'histoires. Et donc il méritait des centaines de personnages pour le représenter. C'est une des grandes qualités de la série d'arriver à traiter un si grand nombre de personnages au destin croisé qui tous ont une influence sur l'histoire alors que certains d'entre eux ne se croiseront jamais. On compte plus d'une centaine de personnages qui ont tous eu un impact sur le récit. Pour moi, l'intérêt d'une série et ce que ne peut pas faire le cinéma, c'est que dans la série on peut faire évoluer ces personnages sur le long terme. On les fait aller d'un point A à un point B, et quand on se retourne, on voit à quel point ils ont été transformés subtilement, on voit le chemin qui a été parcouru, on se dit ah ouais, ce personnage n'a plus rien à voir avec le personnage qui a commencé la série. J'en prends pour exemple les personnages de Breaking Bad qui sont un exemple parfait pour ça, où vraiment on a une transformation des personnages constante, ils n'arrêtent jamais d'évoluer et c'est ça qui les rend vraiment passionnants. La série Game of Thrones, elle a vraiment ce potentiel là, parce qu'avec tous ces personnages, elle peut proposer énormément de thématiques différentes à traiter et elle peut développer des personnages creusés en constante évolution. Bon, on va voir que malheureusement, c'est pas vraiment ça qui s'est passé, même si le début de la série était très prometteur. Le développement des personnages dans les livres il est passionnant, mais je dois quand même donner du crédit à la série qui a su donner vachement plus de densité à certains personnages qui étaient un peu relégués au second plan dans les livres, parce que c'était des personnages secondaires, et vraiment cette série a su donner du coffre et a su donner de l'intensité et encore plus d'intrigue à des personnages passionnants comme Tywin Lannister, Olenna Tyrell, Marjorie Tyrell et Cersei Lannister. C'est cool parce que ces personnages, je les trouvais un petit peu malheureusement sous-exploités dans le bouquin tellement ils sont passionnants, et là on leur a donné une palette de jeux, d'intrigues supplémentaires absolument passionnantes, et je trouve que ça en fait des personnages qui sont absolument immortels et qu'on n'oubliera pas sitôt. N'oublions pas Jorah Mormont, interprété par l'incroyable acteur Iain Glen, qui pour son rôle a carrément inventé une voix au personnage, qui est très différente de sa voix normale. Do I know you? Ian would say to Jorah, don't expect any favors from that girl. Dans quelques cas comme celui du personnage de Jorah Mormont, la série a su donner encore plus de nuances et de subtilité que le personnage du livre. Parce que pour le coup, dans le livre, Jorah Mormont, c'est juste une espèce de gros ours mal léché qui est très amoureux de Daenerys. Et c'est vraiment avec les performances de tous ces acteurs incroyables qu'on arrive vraiment à se plonger dans le monde de Game of Thrones et qu'on arrive à y croire. Le monde de Game of Thrones se veut très réaliste, quitte à montrer l'horreur que provoquent les sociétés humaines. Ce qui a constitué la marque de fabrique de Game of Thrones et qui a suscité une telle passion pour son récit, c'est cette idée que les choix des personnages peuvent avoir des conséquences extrêmement graves pour les héros eux-mêmes. And everything that's happened since then, all this horror that's come to my family, it's all because I couldn't love a motherless child. Et ça se veut être un miroir de nos sociétés où ce ne sont pas les justes et les plus moraux qui s'en sortent constamment. Et qui dit conséquences graves, dit en retour attachement fort et sincère pour ces personnages dont on sait qu'ils risquent gros à chaque instant. Et Game of Thrones ne s'est jamais privé de nous montrer des morts si horribles et si peu héroïques qu'elles en devenaient presque dures à accepter. There is only one God, and his name is death. And there is only one thing we say to death. Not today. C'est un choix de narration qui brutalise nos attentes de spectateurs, parce qu'on a souvent, très souvent été habitués à ce que les gentils gagnent, ou du moins à ce qu'ils s'en sortent après avoir lutté avec acharnement. Game of Thrones, c'est le retour à une forme de désenchantement, on nous sort par tous les moyens de ce schéma classique qui oppose le bien et le mal, quitte à exercer sur nous une violence psychologique. He won't be a boy forever. And winter is coming. Cette violence psychologique, elle est double. Parce que déjà elle détruit les schémas narratifs auxquels on est habitué, et donc elle détruit notre conception même du récit dramatique, mais en plus elle détruit nos espoirs de voir les héros triompher. À la fin de l'épisode cultissime de la saison 1, j'ai un ami qui m'a dit « Non mais t'inquiète, c'est un rêve, il va se réveiller ». Ce qui montre à quel point les schémas narratifs d'invulnérabilité du héros sont ancrés en nous et qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et c'est ça qui est génial, briser les codes de la narration classique
pour montrer la violence réaliste d'un monde, pour créer un univers vrai qui est crédible bien que fantastique. L'idée même de départ est de nous présenter le personnage de Eddard Stark, ancien grand guerrier et héros de la guerre, obligé comme nous de s'engager sur un terrain qu'il ne connaît pas, les intrigues politiques, bien plus dangereuses qu'un champ de bataille où il aurait triomphé épée à la main. Plongé dans cette intrigue policière au sein de la capitale, on va suivre Eddard Stark dans sa quête de vérité qui va malmener l'image idéale de ce qu'il représentait. À cette violence psychologique, c'est toujours ajouté une violence physique, et ça vaut le coup à ce moment-là de la vidéo de faire une petite parenthèse sur le sujet. Quand George R.R. Martin a décidé de casser les codes du récit médiéval fantastique pour explorer les arcanes du pouvoir, il va évidemment devoir parler des violences physiques qui sont exercées pour faire appliquer ce pouvoir, et j'englobe dans ces violences les violences sexuelles. Ces violences physiques, c'est la guerre, c'est les assassinats, c'est ces villes pillées, saccagées. L'extrême violence, ça peut très vite tomber dans le voyeurisme. On va pousser le spectateur à se délecter d'une situation atroce avec parfois des images difficilement soutenables. Mais je crois sincèrement que Martin, il a un rapport extrêmement honnête avec cette violence pour appuyer son propos. Quand on donne du pouvoir à des gens mauvais, ils vont l'exercer avec extrême violence. Alors on aimerait bien qu'ils le fassent pas, on aimerait même bien ne pas en entendre parler, mais dans les faits, rien n'empêche ces gens violents d'exercer cette violence. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Et si le récit essayait de se passer de cette violence, s'il essayait de la cacher, eh ben je pense qu'il n'aurait pas été honnête avec lui-même. Je pense qu'il aurait perdu grandement en crédibilité. Ce serait une image de la guerre beaucoup trop édulcorée par rapport aux enjeux qui se posent dans Game of Thrones. Cette violence, elle n'est pas gratuite. Elle est là pour montrer la violence d'un monde et comment chacun s'y confronte et y réagit. Et ce qu'il y a de bien avec cette violence, c'est qu'elle pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des personnages, et on est dans une telle position d'inconfort qu'on a peur qu'ils se fassent renverser à un coin de rue par une charrette. Mais ce sont surtout les jeux de pouvoir et les intrigues politiques, cette toile d'araignée complexe, qu'on apprend à craindre et à respecter, parce qu'on ne sait pas de quel côté sera porté le prochain coup. That one belongs to the Queen. And do you see that scepter, pretending to read her book? Larissa the Queen. No, she's one of mine. Ce cumul de la déconstruction du récit héroïque et de la violence physique, c'est ce qui va créer toute la saveur et la richesse de la série, de la tension dramatique et du suspense. On est souvent surpris dans Game of Thrones devant des situations qui nous prennent totalement à contre-pied. Mais à chaque fois, je me souviens dans les premières saisons, je me disais « Ah merde, j'aurais dû le voir venir » parce que ces grands moments, ils sont amenés par une construction scénaristique brillante. Game of Thrones, c'est un imbroglio d'histoires et d'intrigues passionnantes qui, dès la première saison, sont caractérisés par des dialogues passionnants qui sont copiés presque mot pour mot sur ceux du livre. Il y a une qualité d'écriture qui, dès les premiers épisodes, nous fait totalement adhérer à cet univers. On découvre avec plaisir Tyrion, personnage de petite taille qui lui vaut la haine de tout le monde, qui se sort de toutes les situations absolument dangereuses et improbables seulement par la force des mots. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? My own bed, at the age of 80, with a belly full of wine and a girl's mouth around my cock. C'est vrai, la situation géopolitique est très compliquée dans Game of Thrones, mais les rapports entre les personnages sont si bien écrits qu'on comprend immédiatement ce qui les lie. Et pas simplement au niveau des titres et des couronnes, mais ça va de l'amour à la haine, de la camaraderie, de la duplicité entre certains personnages, c'est vraiment extrêmement évident au premier regard. La série Game of Thrones a fait un travail incroyable d'adaptation d'un univers. La direction artistique de cette série est incroyable. Les costumes, les décors, la mise en scène, ça a été claque sur claque. Là, je trouve que c'est vraiment une leçon de cinéma. Déjà, le générique d'intro est vraiment magnifique. Et en plus, il est brillant parce qu'il permet de se repérer géographiquement dans un monde très grand. Et la musique de Ramin Djawadi, c'est du grand oh my god quoi. C'est le meilleur thème de série télé. Mais ça a tellement capté l'essence de ce qu'était l'univers de Game of Thrones. C'est supra culte comme générique.
Toutes les musiques de la série sont incroyables, les autres compositions musicales de Ramin Djawadi sur l'ascension de Cersei, la musique très minimaliste du Nine King, The Reigns of Castamere qui est réinterprété par Sigur Rós, il y en a pour tous les goûts. Tous les techniciens qui ont bossé sur cette série pendant toutes ces saisons ont fourni un travail absolument incroyablissime. Il y a même des moments où la mise en scène et la technique de cette série va transcender des grands mondes de la mise en scène. Je pense à cette scène incroyable de la saison 1 où Eddard Stark se décide à donner des cours de combat à l'épée à sa fille. Je vous laisse juste voir le résultat. C'est splendide. Very dead. Et pour moi, le sommet de Game of Thrones, l'épisode le plus incroyable de cette série, aussi bien au niveau du scénario que de la mise en scène, ça a été le Red Wedding. Je trouve que l'éclairage, les costumes, le choix des plans, l'ambiance qui se dégage de ce banquet et le niveau de jeu des acteurs, ça en fait le sommet de tout ce qui a été génial dans Game of Thrones. Quelle performance de Catelyn Stark! Quel choix de ne laisser aucune musique pendant le générique de fin! Même si la série elle a clairement baissé en qualité, à aucun moment on ne pourra jamais jeter la pierre à ce groupe de techniciens qui ont fourni un des travaux les plus incroyables de l'histoire du cinéma. Quand on sait qu'à la dernière saison, chaque épisode avait le budget d'un film, ça nous permet de nous rendre compte du travail qui est demandé et qui doit être fourni et de la qualité technique qui est attendue. Souvent, ces dernières saisons, les making-of qui étaient proposés après les épisodes étaient encore bien plus passionnants que les épisodes eux-mêmes. Il y a des moments incroyables où vraiment je n'arrivais pas à cligner des yeux, où les mecs ils t'expliquent au plus grand des calmes qu'en même temps ils vont devoir faire brûler 30 mecs. Dracarys. Toutes ces qualités dont on vient de parler, elles sont propres au livre et aux 4 premières saisons de la série. Mais alors qu'est-ce qui a bien pu merder? Qu'est-ce qui justifie une telle chute de la qualité alors que les budgets n'ont cessé d'augmenter? Et bien c'est exactement ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cet épisode sur Game of Thrones. Suspense!